Tiers livre, les numériques, 23, c'est pas de la coquetterie, c'est que je suis allé chercher un escabeau pour ranger les livres de tout là-haut, puisque pour faire cette série, souvent, je prends des livres là-haut, et puis après, t'as la flemme, tu les laisses un petit peu en bas. Et c'est justement de cette matérialité-là que je voulais parler. Alors, toujours, je suis un petit peu... il y a 10 ans, je publie un essai, une quarantaine de petits chapitres qui sont plutôt des questions. Et il y en avait une, précisément, sur la question du site internet. J'avais intitulé le chapitre « Mon site est-il un immeuble ?» Bah ouais, je pensais aux étages, aux circulations, aux caves où on garde des choses, comment on se balade à l'intérieur de son site, aussi la sonnette qu'il y a sur la porte d'entrée. Est-ce que tu laisses des portes ouvertes? Est-ce que tu as une boutique en bas où tu laisses l'accès libre? C'est des métaphores qui sont utiles, mais là, tout d'un coup, j'ouvre le livre et je me dis, mais immeuble, c'est quoi? C'est posé sur la terre et ça bouge pas, et à moins de détruire la ville, ça arrive. Il reste. Et puis cette semaine, il y avait plusieurs discussions comme ça, en particulier à la fois au Québec, à la fois en France, sur, à Montréal, la BANQ, grande bibliothèque, et puis nous, en France, la BNF, sur le dépôt légal. Alors, dépôt légal, pour les livres, ça veut dire que tu as imprimé des exemplaires, eh bien, tu as un tirage de temps, tu en envoies, je ne sais plus, 2 ou 4, là, et puis la BNF, il stocke où? C'est pas si facile, parce que il y a autant de livres qui se publient chaque année maintenant qu'il y en a eu depuis le début du dépôt légal, François Ier, la Bibliothèque royale, jusqu'en 1947. Alors, évidemment, ils ont des silos en Normandie, des choses enterrées, il y a des vieux trucs de l'armée qui ont été récupérés, et tu stockes, et tu stockes, et tu stockes. Et puis maintenant, évidemment, dépôt légal numérique, c'est-à-dire tu publies, tu as un ISBN, eh bien tu peux déposer le PDF. Alors pourquoi pas? Sauf que, est-ce que dans cette industrialisation du commerce du livre, dans la généralisation ou cette massification du nombre de titres qui paraissent, est-ce que l'idée que c'est tellement précieux qu'il faut que tu en archives au moins un, est-ce qu'elle est seulement encore utile? Tu crois? Je donne pas de réponse, je pose des questions. Et tout de suite, le nombre de questions annexes. Par exemple, maintenant, on est combien à travailler avec du print on demand? Mais ma plateforme de print on demand, par exemple, même si c'est le groupe Hachette, on en a parlé dans la vidéo Impression à la demande, le serveur est à Nashville. Donc les fichiers, l'état stable des fichiers, il n'est plus sur le territoire français. Moi, je travaille avec une plateforme qui s'appelle KDP. Pensez-en ce que vous voulez. Mais les autres n'ont qu'à en faire autant, du point de vue de la qualité de la prestation. Alors, je dépose des fichiers qui sont hébergés à Seattle. Est-ce que j'ai besoin d'un ISBN? J'ai une réserve d'ISBN personnelle. N'importe qui en France peut accéder à une réserve d'ISBN. Mais puisque les livres ne sont accessibles que via mon site, en gros, je n'ai pas besoin de les distribuer en librairie. J'ai jamais vu une bibliothèque qui m'en achète d'ailleurs. L'ISBN, c'est simplement KDP qui l'attribue, automatique. C'est juste un numéro d'identification pour le petit code barre qui est derrière, comme sur tous les livres commercialisés ou en vente comme les miens sur une plateforme de ce type. Et est-ce que j'ai un tirage? Bien non, puisque c'est la commande du lecteur qui déclenche la fabrication, qui ne se passe pas en France, soit en Pologne, soit en Angleterre. Mais encore tout ça, c'est difficile à suivre, puisque Hachette, à Maurepas, près de Paris, imprime aussi des livres pour KDP Amazon. Ils sont interfacés les uns les autres, ils se dépannent les uns les autres. Tant mieux, ça c'est les processus industriels. Mais ça veut dire que le lieu de fabrication, le imprimé en France,
qui a de l'importance. Allez vous balader à Pantin, dans cette rue Cartier-Bresson, où il y avait autrefois toutes les imprimeries. Maintenant, il reste quoi? Il reste les boîtes qui font des jeux fléchés, des mots croisés, etc. Et il y avait une école de l'imprimerie. Ben, elle n'y est plus. Donc c'est des questions qui sont douloureuses, sensibles, mais qu'est-ce que signifierait un dépôt légal? Alors on va dire, oui mais tout ça, tu l'as sur ton site, donc toi aussi tu peux déposer, mais déposer quoi? Alors au début, mon site, j'étais le 800e site français hébergé chez wanadoo.fr. C'était très bien, mais un peu limité. Est arrivé cette boîte formidable. Bon, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'y suis. Ça s'appelle OVH. C'est devenu un acteur international de première bourre. Et là, donc tu gères toi-même ton hébergement. Ça veut dire que tu restes propriétaire de tes données avec un espace serveur que tu loues à OVH. Là encore, c'était relativement simple. Même si c'est moins simple un petit peu plus tard, quand OVH lui-même se dote de ces outils de réplique cloud. Ça veut dire que si une requête vers mon site est faite depuis Nice, ou depuis Tokyo, ou depuis Montréal, à ce moment-là, OVH réplique le site dans des serveurs de façon à ce que la requête aille immédiatement là sans transiter depuis le serveur principal qui est, je crois, à Roubaix, quelque chose comme ça. Donc là, ces répliques cloud, est-ce qu'elles sont une instance matérielle du site ou pas? C'est pas ce qui nous concerne là au premier chef, mais dans la visualisation que tu en fais. Moi, je pense toujours à cette image fabuleuse de l'arrivée des câbles transatlantiques. Là, tout récemment, il y a eu encore un nouveau câble qui arrive vers Noirmoutier. Alors, il y a une cahute, et puis tout d'un coup, tu vois ce tout petit machin qui sort. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours en tête la matérialité des ressources qu'on dispatche, qu'on organise. On est producteur de contenu Internet, donc sous forme de quoi? De pixels, de virtuel... Non, sous forme de mouvement, sous forme d'émission, sous forme de flux codés de façon binaire. Est-ce que c'est une matérialité? Ben oui, la dispersion et le flux sont cette matérialité. Et là déjà, mentalement, tu t'es approprié quelque chose. Mais en quelques années, tout ça a pris des coups de butoir. Alors les coups de butoir, c'est l'arrivée des plateformes, et puis la tendance de chaque plateforme à devenir monopolistique. Par exemple, au tout début, j'hébergeais mes petites vidéos, quand j'ai commencé à en faire, directement sur mon espace serveur, et puis en se promenant dans le site ou son blog, eh bien, on avait des pages HTML qui incluaient, avec des fichiers Flash, propriété de Adobe, l'accès et le contenu des vidéos. Ça, est-ce que ce serait possible? Alors, j'ai eu pendant un temps une solution intermédiaire, c'est-à-dire Vimeo, on loue des espaces fixes, on paye un abonnement, mais même ça, aujourd'hui, Vimeo, ça me ruinerait si je devais... Alors c'est quoi l'avantage de Vimeo? C'est quelque chose de statique avec une qualité de compression moindre que le principe de YouTube, qui est que sur YouTube, la compression, elle dépend de l'appareil que tu utilises, la taille de l'écran, et de la connexion dont tu disposes. C'est-à-dire que si tu es dans le métro, il y a un tout petit tampon, et puis tu as toujours quelques secondes d'avance sur ta vidéo, même si tout d'un coup, il n'y a plus de réseau. Mais la compression des vidéos et la qualité est adaptée, justement, et à cette connexion, et au petit appareil sur lequel tu regardes les vidéos. Donc la fonction de partage et de réseau social se greffe à égalité avec le fait que c'est des contenus et puis un dictionnaire d'accès à une sorte aussi, pour moi, d'encyclopédie. Si tu cherches François Bon, Thomas Bernhardt ou François Bon, Christophe Tarkos, Google, qui est propriétaire de YouTube, va t'indiquer précisément et très rapidement ma vidéo ou ma suite de vidéos sur Christophe Tarkos ou sur Thomas Bernhardt. Ça, c'est génial. Mais ça veut dire que
Où elles sont mes vidéos? Si je les dépose sur Google, oui, Google a des silos de données, y compris dans Paris. C'est anonymisé, c'est enterré, on ne sait pas où c'est sur les cartes parce que c'est hautement protégé, c'est presque un statut de défense militaire. Et tant mieux, on ne peut pas faire autrement. Mais Google, c'est aussi des anciennes plateformes pétrolières avec des énormes silos de données qui sont réfrigérés tout simplement par l'océan Pacifique ou Atlantique. Ça veut dire que quand même, si c'est réfrigéré par l'océan, il en embarque un petit peu de chaleur. Et toutes ces questions sont reliées. Alors est-ce que c'est les vidéos, si elles sont sur YouTube, elles sont pérennes? Non, parce que YouTube, par exemple, il y a 6-7 mois, a décidé que si un site n'était plus en activité, c'est-à-dire si toi-même tu ne rajoutais pas des vidéos, ou bien qu'elles n'étaient plus consultées, ils prenaient le droit d'effacer, c'est-à-dire d'enlever de la plateforme, de faire de la place à l'intérieur de leur propre support. Alors évidemment, moi, j'archive pas les rushs et tout ça, mais je fais des copies de mes vidéos non compressées, c'est-à-dire avant de les... Si je fais une vidéo, là, celle-ci, en imaginant qu'elle fasse 20 minutes, elle va faire 3 ou 4 gigaoctets quand je l'aurai exportée avec une qualité suffisante, mais si je la retélécharge depuis YouTube, eh bien elle fera en gros un format 10 fois moindre. Elle fera 400 mégas. Donc ça, c'est aussi... pour l'instant, je fais un espèce de puzzle avec tout un tas de questions annexes. Ça veut dire que je me décharge de la pérennité de mes vidéos en les installant sur la plateforme, mais la plateforme ne me garantit pas cette pérennité. Au contraire, que j'arrête d'être actif, que j'arrête d'émettre, et Google s'arroge le droit de laisser cette archive de côté. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'intermédiaire? Par exemple, pour le texte, pour le HTML de nos sites. C'est rien du tout en volume. Donc vous savez qu'il y a ce fameux site qui s'appelle archive.org, qui est un grand, je mets le lien, un grand moment de l'histoire d'Internet, puisque le web est collecté en permanence, avec un ou deux niveaux de collecte. Ça veut dire que si vous avez de la chance, vous pourrez passer de la page d'accueil à l'article. L'article comprendra ou pas les images qui sont jointes, et puis comme ça, est-ce que vous pourrez explorer tout le site? Non, mais quand même, il y a ces traces. Et la BNF, quand ils ont commencé à dire « on va archiver le web français », francophone ou français? Bam, et paf, une autre question dans le puzzle. La Bibliothèque nationale de Berne, c'est elle qui archive les sites des copains suisses? Ou bien tu dis c'est de la littérature, ça nous concerne et c'est francophone, donc on l'archive ici aussi à la BNF. Vous voyez que tout de suite, comme ça devient un labyrinthe, mais qu'en même temps, ce labyrinthe est excitant. Pourquoi? Parce qu'il est tout neuf. Alors est-ce qu'on peut en faire autant pour les vidéos? Et tu te rends compte le volume? Tu te rends compte la masse de données? À quoi ça servirait de répliquer un Google? Mais ça veut dire que dans ce cas-là, tu confies à une entreprise privée à tendance monopolistique comme les 4 ou 5 autres plateformes de son acabit, le droit, ou du moins la mission d'accomplir une tâche. Est-ce qu'elle est de service public? Bam, petite question dans le puzzle. Est-ce que si c'est quelque chose qui dépasse les individus, ou même y compris qui n'aurait qu'un intérêt sociologique et pas de création, induirait une mission de sauvegarde et d'archivage? Tenez, le principe du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'avais une étudiante, par exemple, Constance Sorel, sur Instagram. Un de ses éléments de diplôme, quand j'étais à l'école d'art Cergy, elle avait tenté de se procurer auprès de l'UNESCO la liste de tous les sites qui s'étaient portés candidats pour devenir patrimoine mondial, mais n'avaient pas été acceptés. Elle n'a pas pu l'obtenir. Alors quand je dis que tout ça a été chamboulé, c'est que mon site est constitué de quoi? Alors, ces PDF que je vends et qui sont mon laboratoire d'écriture,
y compris, est-ce que le fait d'avoir été publié par Verdier ou Minuit ou Fayard est une garantie de pérennité? Bien non, puisque justement, moi, je republie à mon compte, avec mon label, avec la petite maison d'édition que je finance, que je paye. Ça, on fera un truc là sur le juridique, les finances, etc. Pour que ces livres restent vivants, parce que je considère qu'ils sont ma vie. Mais donc, ils sont en partie sur mon disque dur et pas sur réseau, c'est-à-dire la partie de disque dur que je consacre à mes ressources élaborées, de mise en page, de préparation, de couverture. Mais ensuite, le PDF, je le dépose à Seattle avec un ISBN attribué à Seattle, donc évidemment hors du dépôt légal. Ça veut dire que cette matérialité n'est plus enclose là, dans l'espace de mon ordinateur ou dans l'espace de mon emprise réseau, le serveur que je loue, mais fait partie quand même de mon identité numérique, mais en tant que hors-sol, ne participe plus de la tâche d'archivage que la BNF pratique, mais en tant que telle, n'appartient plus à ce cercle dessiné autour de mon identité numérique lorsque la Bibliothèque nationale décide de dire la tâche que nous effectuons avec le dépôt légal, nous la prolongeons avec les ressources qui sont diffusées numériquement. Baf, petite pièce de puzzle. Ensuite, il y a l'interface qui me sert à les vendre. Alors, c'est PayPal pour ce qui est des transactions. Oh, c'est génial, PayPal. Ça fait bientôt 13 ans, depuis 2008, le compte PayPal qu'on devait créer pour public.net avec des toutes petites sommes, avec des trucs, des fois il faut rembourser, etc. J'ai jamais eu une seule tuile avec PayPal, y compris ensuite dans la fonction où c'est de transit, ben, tu le ramènes sur ton site à toi ou ton espace bancaire là de tiers-livre éditeur. Wow, fantastique. N'empêche, c'est une ressource extériorisée qui prend une commission. L'interface de librairie, est-ce que je suis capable de coder une boutique, un panier, gestion des envois, un Excel qui va servir à ma comptable pour indiquer les stocks, etc. Non, c'est trop compliqué pour moi. Donc, je loue à Squarespace. Oh, fabuleux Squarespace. On peut faire de très beaux sites web avec Squarespace. Squarespace, espace carré. Mais le carré Squarespace, est-ce qu'il est hébergé sur mon serveur? Non, c'est des données qui leur appartiennent. Et cet éclatement n'a pas encore été, je pense, défini ni appréhendé si il devait y avoir une tâche d'archivage. Alors, ce qui s'est fait en France, c'est un décret, je croyais qu'il datait d'avant 2000, j'ai appris avant-hier sur Twitter, merci notre correspondante à la BNF, fabuleuse, que non, c'était un décret qui datait de 2005. Oui, ça fait bientôt quand même 15 ans. Et ce décret, c'était quoi? C'est-à-dire tu donnes à la BNF, par la loi, mais la loi qui ne s'exerce que sur le territoire national, alors que est-ce qu'on appartient à une autre nation que celle même du web? Drôle de question. Ben ouais, financièrement, par exemple, on en reparlera aussi, la première fois que j'ai reçu une astreinte à payer, je crois que c'était au début 420, maintenant c'est rendu à 500 balles annuelles, ça s'appelle cotisation foncière des entreprises de réseau. Ça veut dire t'as quoi? T'as un ordinateur portable, il faut que tu payes 500 balles par an, parce que, en plus, je l'utilise chez moi, donc là, je paye aussi une cotisation pour ma maison. C'est compliqué tout ça. Des fois, on se dit, moi je suis citoyen du monde, et le web, c'est ce qui m'autorise à être citoyen du monde dans là, ce petit bazar au quotidien. Alors, c'est une pièce de puzzle, on la laisse tomber, c'est pas ce qui nous concerne. Ce qui nous concernait là, c'était qu'un décret, donc la loi, dit qu'un établissement national, la BNF, s'arroge le droit de pomper les sites web qu'elle décide et de les archiver. Et là, avec 2 étages, la BNF, tous les ans,
Si je me trompe, hein, parce que moi je suis pas longtemps que je suis pas allé, je suis plus invité là, dans leur machin, leur truc. Donc une fois tous les ans, à ma connaissance, ils pratiquent un archivage global du web et le travail du petit groupe là, avec lesquels on est souvent en dialogue, heureusement, c'est des collectes sélectives, c'est-à-dire que dans chaque domaine de sciences, de culture, de littérature, je crois qu'il y a 1500 ou 2000 sites et blogs que la BNF décide de suivre, d'indexer. Et là, ce n'est pas forcément les sites liés au territoire national, mais eux, c'est une collecte tous les 2 mois. Ça s'en va où? Oh, c'est très joli, tu prends le souterrain de la BNF, j'ai été admis à visiter, tu as des espèces de grosses armoires rouges, et puis tu peux les consulter de l'intérieur, c'est-à-dire que tu as accès à te balader dans des images du web incrémentées tous les 2 mois. C'est le principe même de l'ancien archive.org, du web archive, de la time machine du web archive. Est-ce que tu as le droit pour autant de le pomper sur une clé USB, de t'en aller avec ou de te l'envoyer par réseau? Non, c'est un terminal clos. Ça aussi, ça pose question. Qu'est-ce que ça pourrait faire que ces ressources, tu y aies accès? Moi aussi, il m'est arrivé de perdre 400 images là d'une fraction de mon site, ou ce blog que j'avais tenu sur Lovecraft au quotidien en 2015. Eh bien, je l'ai tenu jusqu'en septembre et en voulant le transférer, bam, j'avais plus qu'une archive qui datait du mois de mai. Après, ça mâche quand tu perds des choses comme ça. Mais bon, c'est pas la fonction d'un établissement public que d'aller pallier tes propres erreurs quand tu plantes une base par maladresse parce que tu as voulu trop en faire ou trop vite. Alors, l'idée de ces décrets qui se préparent à la fois, semble-t-il, au Québec et en France, c'est un transfert dans l'espace numérique de l'idée, du modèle, de l'existence matérielle de livres après un tirage. Tu en fais un dépôt légal obligatoire à tâche de la BNF de le conserver. Il y a un transfert numérique de ça, c'est-à-dire qu'après tout, au lieu d'envoyer du papier, la BNF dépense des millions et des millions déjà pour désacidifier les papiers. C'est le papier d'aujourd'hui, ça. On en avait parlé aussi une fois avec la chaux, etc. Ça se dégrade très vite, alors qu'un PDF, ben non, ça se dégrade pas. Donc c'est d'archiver. Donc l'idée, c'est de pouvoir déposer simplement un PDF, et il n'y a pas besoin de s'encombrer de silos, de matérialité. Bon, évidemment, on vote pour. Mais l'autre question, c'est quand tu produis un contenu uniquement numérique. Alors, l'idée, c'est le livre numérique ou la musique. Que tu puisses le déposer aussi, ou bien que la BNF a le droit de le pomper. Et là, c'était différent. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, quand la BNF pratique l'archivage de mon site, elle a globalement accès à l'ensemble de ce que j'ai mis dans mon espace public. C'est-à-dire, il y a des zones de mon serveur que je garde pour mes propres archives, que je garde pour des espaces réservés, par exemple pour les abonnés à mon site, des suites de ressources. Et c'est important, évidemment, c'est vital. Et là, c'est propriété privée. Mais elle est où la frontière? Un éditeur qui vend un livre, il transfère la propriété d'un objet. Le dépôt légal concerne ce que tu mets à disposition du public et pas forcément que quelqu'un ait acheté ce livre. Donc quelque part, on pourrait dire aussi que dans cette fonction d'archivage légal, ce soit la totalité de ce qu'il y a sur mon serveur, y compris pour les abonnés, et pas seulement ce qu'il y a dans la partie publique de mon site. Petite pièce du puzzle, attention, je réponds pas. Et là, moi, je serais plutôt bec et ongle, dire attention, là, oh, c'est bien, mais c'est chez moi, quoi. Mais après, est-ce que le livre numérique m'intéresse en tant que tel ? Justement, je crois que le chemin intérieur que tous on a fait sur ces questions-là, c'est que qu'est-ce qu'on produit numériquement ? Eh bien, on produit du flux.
On produit des articles qui sans arrêt sont remaniés. Mais print on demand, c'est des photographies à un moment donné d'un ensemble de ressources textuelles, mais que je suis susceptible de modifier, de réviser, de changer à tout instant. Et ce qui est fabuleux, c'est que c'est pour ça que je fais ces chroniques. Cette idée-là, il y a longtemps qu'elle a travaillé et structuré aussi l'espace même du livre. Mais par exemple, transcrire un livre audio. C'est-à-dire, je prends un texte, tenez, là, mes traductions des histoires new-yorkaises de H.P. Lovecraft, et j'en fais une lecture. C'est une ressource qui peut relever du livre audio. Simplement, je le fais dans le cadre d'une série que j'ai dû commencer il y a 3 ans ou 4 ans déjà, puisque j'arrive à 95, par là, où régulièrement, j'appelle ça l'instant Lovecraft, et dit ce matin, ce que j'ai envie de partager de Lovecraft, c'est de prendre ce livre et de le lire tout en commentant ou bien en refaisant là une version, parce que cette histoire, j'ai enregistrée dans 3-4 ans, mais je suis mieux équipé maintenant. Donc ça participe du streaming et pas du livre audio. Est-ce que tu archives le streaming ? D'autant plus que je pourrais le faire en direct, c'est-à-dire, tenez, ça me turlupine d'ailleurs dans les projets à venir, dire... Eh bien, si vous voulez, on est mercredi 20h et pendant 1 heure, je lis quelque chose en direct et il n'y aura pas d'autres traces. Et par exemple, le monde musical américain, ce qui est fabuleux, c'est que depuis 2 ans, avec la pandémie, ces ressources-là se sont installées. C'est-à-dire, tu veux enregistrer, Molly Tuttle, ou tu veux participer à un contenu. Et ça, ce qui est fabuleux, c'est qu'au moins chez les musicaux US, ça s'est installé comme étant une nouvelle norme. Peut-être pas, mais en tout cas, un nouvel outil. C'est-à-dire, je veux écouter en streaming le concert de tel musicien qui m'importe, qui aura lieu ce mercredi. Eh bien, j'achète un ticket virtuel et je serai associé à cette diffusion streaming de telle heure à telle heure. Et là encore, ces outils, en quoi ils peuvent être essentiels, décisifs pour notre économie d'auteur, autre petite pièce de puzzle. Mais ce qui se sera passé en streaming, et qui est évidemment de la nature même de mon activité d'auteur, ou là, de traducteur, eh bien, est-ce que ça devient dépôt patrimonial ? Il n'y a aucune raison de le faire. Est-ce qu'on archive toute la danse ? Est-ce qu'on archive tout le théâtre ? Il n'y a aucune raison de le faire. Combien il y a de choses, moi, par exemple, on avait fait ici à Tours, au tout début où j'étais installé, j'étais parti d'une histoire avec un type qui était sur un trottoir, avec un poste de télé, etc. Puis une espèce, donc, et on le jouait in situ devant des entrées de supermarché. Grand souvenir, c'était proche là du tabac de Coltès. Il n'y a même pas de vidéo, il n'y a même pas de photo, il n'y a rien. Qu'est-ce que ça peut faire ? Et c'est là où j'arrive en gros à mon point d'arrivée. C'est-à-dire, on va encore rajouter du légal. Mais du légal, c'est l'obligation de déposer, comme le livre matériel via l'exemplaire à la BNF, ce qu'on crée numériquement. Alors, c'est plus compliqué, attention. Par exemple, après ce décret de 2005, la BNF nous a attribué un ISSN, et là tu fais du code, c'est-à-dire que tu rajoutes le petit ISSN dans la partie aide de ton site, donc ce qui est chez OVH, pas ce qui est chez YouTube, pas ce qui est chez Squarespace. Et encore, il y a un autre espace que j'ai rajouté depuis 1 an, c'est l'espace Patreon. Fabuleux, tu te crées une communauté de confiance pour discuter, pour échanger. Mais ça, tu l'installes sur une partie de site que tu n'héberges pas toi, que tu héberges sur la plateforme Patreon, qui elle-même loue ses serveurs, soit à AWS côté Amazon, soit à Google directement, je ne sais pas, et ça ne me regarde pas. Mais vous voyez, toutes ces choses-là, évidemment, ça échappe à l'archivage. Ce ISSN, c'est quoi ? Ça veut dire que tu considères ton site comme un livre. Au lieu d'être l'ISBN, c'est ISSN, me demandez pas trop la différence, mais ça veut dire que tout ce qui est de mon site participe d'un livre qui peut être catalogué comme, justement, l'ensemble des livres. Merveilleux, n'est-il pas ? Donc ça, totalement légitime.
Mais à quel moment un contenu que je produis, s'il est textuel et que j'en fais une version print on demand, et souvent elles sont éphémères. Vous savez, par exemple, il y a des livres print on demand que je n'ai fait fabriquer que pour moi. C'est-à-dire quelqu'un me commande 3 livres, hop, je lui en glisse un petit en plus. En tout cas, c'est ce qui me permet d'associer à l'industrialisation du print on demand quelque chose de totalement affectif. On a besoin de ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'affectif dans les livres qu'on fabriquait? Hop là, petite pièce de puzzle. Mais ces choses-là, en quoi un dépôt légal numérique pourrait identifier cet objet qui lui-même est éphémère, qui n'entre pas dans une diffusion sous une forme stable? Ce que je fais avec mes lectures Lovecraft, ce n'est pas du livre audio. Ça relève beaucoup plus du podcast. Et le podcast, quel univers! Mais le podcast, c'est un univers qui ressortit plutôt des mêmes lois que ce qui se passe avec la vidéo sur YouTube. D'ailleurs, là encore, les frontières sont... Souvent, je fais du vidéo podcast. Ces chroniques sont disponibles en version audio seule sur mon Patreon. Est-ce que beaucoup s'en servent? Je crois pas, justement, parce qu'à la limite, tu es en bagnole ou n'importe, tu mets ton YouTube là, et puis tu regardes pas l'image, évidemment. À quoi ça sert? Tu vois le mec là, j'ai pas bougé depuis une demi-heure. Mais tu écoutes l'histoire. Alors mon point d'arrivée, il était aussi à un autre niveau. C'est-à-dire, la question que j'ai posée dès le titre, c'est-à-dire, là, ce qui me travaille, par exemple, là, il y a 10 jours, encore une lettre, mais quand tu fais du web depuis 20 ans, les sites d'amis morts, figurez-vous qu'il y en a un paquet. Qui les entretient? Comment les entretient? Quelqu'un de la famille? Ou parce qu'on a pu le reprendre à quelques-uns? Ou parce que... En tout cas, là, si je pense à 10, 12 cas très précis, il n'y a pas de normes. Mais on le fait, ce boulot, parce que on y tient. Et puis, on peut savoir aussi que, là, par exemple, un site qui s'appelle Le Fou de Proust, je pense qu'il a été archivé par la BNF. Le WordPress, évidemment, va s'envoler, puisque Patrice, qui l'avait fondé, je l'avais aidé, il n'est plus là depuis un mois. Donc ça veut dire qu'à la BNF, on pourra toujours retrouver qu'est-ce qui s'était installé là, dans ce blog tenu pendant 5 ans, 6 ans, sous le nom Le Fou de Proust. Mais ce sera à condition de s'y rendre, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus. À la limite, je pourrais m'envoler moi aussi. Mon site pourrait rester. Par exemple, vous achetez des livres sur mon print on demand, c'est versé sur PayPal et les factures d'OVH sont automatiquement prises à PayPal. Ça veut dire qu'à la limite, tant qu'il y aura des gens qui achèteront une vingtaine de livres par an, ça suffirait. Le site pourrait être maintenu parce que OVH palperait toujours son loyer. Donc tu as des solutions pour que le site existe, même si toi, juridiquement, tu n'en es plus la caution. Par contre, juridiquement, ça devient un enfer. Ça veut dire la responsabilité légale et la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, elle se transfère. Par exemple, sur Facebook, vous avez cette fonction qui vous dit, en cas de décès, à qui attribuez-vous, qui sera votre exécuteur testamentaire ou exercera votre responsabilité du point de vue de la propriété intellectuelle que vous ne déléguez pas à Facebook en cas de décès. Pour le site, je pense que juridiquement, là, ça peut s'aménager. C'est-à-dire ma propriété intellectuelle, elle se transfère à ceux qui hériteront. Oh là là, je vous dis pas la chance qu'ils ont quand il faudra qu'ils trient les vieux paquets de disques durs. Mais ça marche pas, ça suffit pas. Là, par exemple, au printemps, OVH dit, voilà notre nouveau système de base, on est passé en PHP, je sais pas quoi, PHP 8, ou je sais pas quoi. Il faut que vous, sur votre serveur, vous alliez cliquer sur ce petit truc-là. Bon, tu le fais, mais si tu n'es pas là pour le faire, le site, il est mort. Mais la question, elle est là. Est-ce que c'est grave? C'est-à-dire, notre activité, elle est de produire du flux. Là, salut Marcello et quelques rares là, qui se mettent là sur ce rouage le plus
le plus central, qui est un rouage qui tient de la pensée philosophique et pas ni du juridique, ni du littéraire. J'ai dansé. Ma danse a été mon site web, et les ressources que j'y ai mises au jour le jour. C'est-à-dire qu'un article qui s'installe de façon fixe dans mon site, il s'enfonce, il disparaît, il meurt. Tu le rappelles, tu vois surtout, mon site est rempli de zones fossiles. Évidemment, j'en efface le plus possible, je nettoie, mais ces zones fossiles, elles sont là quand même. Donc j'ai dansé, et donc ce qui est vivant dans mon site, c'est quand je le redanse. D'où l'importance aussi de ces vidéos. Tu danses des questions qui ont été d'abord dans le blog pour après le livre, ou dans la forme livre. Et est-ce qu'on archive, est-ce qu'on a besoin d'archiver ça? Et c'est là où je voulais en arriver. Je crois que depuis 2 ans, alors tous on gamberge beaucoup là-dessus, hommage aussi à un ami qui vit au Japon, qui s'appelle Karl Dubost, la-grange.net. Travail fabuleux, mais lui, il héberge ça sur son propre petit serveur, là, un petit disque dur coincé sur une connexion. Là, son site avait disparu pendant 5 mois parce que le serveur était chez un ami qui avait déménagé. Tout ça, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, moi j'avais ce syndrome qui venait de Borges, l'Aleph. C'est-à-dire, tu prendrais toutes tes ressources, comme en gros, vous savez, les petits passes qu'on utilise, là, que tu mets sur le pare-brise pour l'autoroute. Le truc, il consomme pas d'électricité en tant que tel. Par contre, si tu passes sous le péage, hop, ça le réactive. On pourrait imaginer une espèce de sphère de verre trempé, et puis à l'intérieur, il y aurait toutes les données de ton site. Ouais, c'est 4 bases de données, mais attention, justement, c'est pas l'espace Patreon, c'est pas l'espace YouTube, etc., etc. Mais pourquoi pas même rajouter mon archivage de mes vidéos, etc. Est-ce que mon archivage de vidéos ne suffirait pas pour ce que j'ai à faire passer éventuellement de vivant, plutôt que la masse de billets de blog, d'articles, de photos, etc. Est-ce que la base de, je crois, 120 000 photos là, que j'ai sur un disque dur et la réplique de ce disque dur n'est pas plus importante en elle-même que les 15 000 ou 20 000 photos qui sont, au bout de 20 ans, en ligne sur mon site, mais avec une résolution beaucoup plus faible. C'est ça, ces questions. Donc, se dire, je peux fabriquer un objet matériel sous forme de boule de verre trempé, la sphère de Borges, et puis elle, tu la places dans une sorte de lecteur. Mon cousin aveugle, il s'appelle Jean-Claude. Dans le premier confinement, on a fait un livre ensemble. Jean-Claude, l'autre jour, il me dit, j'ai lu mon livre. Puis moi, Jean-Claude, je lui dis, mais tu l'as écrit, ton livre? Il dit, oui. Tu me le lisais au téléphone? Oui, parce que on a fait ça ligne à ligne. Lui avait fait un truc dictaphone, recopie, etc. Et là, maintenant, il a une petite machine. C'est comme une espèce de douche. Tu prends ton livre, tu le passes comme ça, c'est à peine gros, là, comme une petite lampe de chevet, et hop, tu as cette voix synthétique. Donc, il n'y a aucune manipulation. Il dit, je l'ai lu en 6 heures. Il a eu accès à son livre rétrospectivement. Intéressant cette histoire, juste parce que le matériel continue d'évoluer et que pour quelqu'un qui ne voit pas, comme c'est son cas depuis ses 17 ans, c'est ce qui nous lie au profond. Moi, cette petite sphère de verre trempé incluant toutes mes vidéos, tous mes articles et même l'espace Patreon, il suffirait de le passer sous une telle machine comme ça et le site reviendrait. Est-ce qu'il faut gamberger à ça? Je crois qu'en 2 ans, et je crois que ça concerne d'autres que moi, on est passé à une autre idée. Oui, tu danses, parce que telle est la nature du web. Le principe de l'archive, de la pérennité, dans ces cas-là, c'est pas grave. Combien on a perdu de François Rabelais? On ne saura pas. Est-ce qu'on a perdu du Rimbaud? Est-ce que c'est grave? On ne saura pas. Et là, ma fin, peut-être que j'y reviendrai, c'est sur ce livre que j'ai lu il y a 2 ans. Merci, là encore, qui l'a mis sur ma route. Judith Schlanger, je crois qu'elle a plus de 80 ans, et qu'elle vit à Jérusalem. En tout cas, c'est là qu'elle enseignait, en français,
ou en anglais, je ne sais pas, en tout cas, ce livre est écrit en français, Présence des œuvres perdues. C'est-à-dire, elle reprend 300 ans. Et c'est où sont les continents des œuvres qui ne nous sont plus accessibles, y compris dans le livre imprimé, ou tout ce qu'une époque publie d'éphémères, de petits journaux, de tracts. Prenez Walter Benjamin, toutes les fiches du Passagenwerk, où est-ce qu'il les prend? Justement dans tous ces petits fascicules, ces affiches, toutes ces choses qui ne sont pas archivées en tant que livres, mais constituent cette transmission écrite, partielle, lacunaire, d'une phase extrêmement importante de la transformation de l'humanité, qui rejoint là Baudelaire, Proust, tout ça, mais qui ne se révèle comme nécessité d'archives qu'à distance temporelle. Et donc, dans l'impossibilité de reconstituer comme archive, ce qu'est la tâche des archéologues sur découvrant ou exhumant un site, je pense à Göbekli Tepe, là, sur le tout nord du Tigre, à la frontière turco-syrienne, fabuleuse. Mais c'est pas même le site en lui-même, c'est la démarche de comment les archéologues constituent une archive qui ne s'est pas propagée comme telle et qui nous, évidemment, nous change notre propre statut à notre humanité. Qu'est-ce que fait Judith Schlanger dans Présence des œuvres perdues? C'est dire que, en quoi ces continents d'œuvres qui ne créent pas d'archives ont travaillé de l'intérieur, structuré malgré tout, la part qui nous en parvient ultérieurement, ou nous font résonner pour nous autrement les œuvres qu'elles on a archivées et qui peuvent prendre justement leur propre intensité ou densité parce que on sait aussi ce qu'on a perdu. Et je crois que ce livre, évidemment, qui ne concerne pas le web, mais qui concerne justement tout j'allais dire, cette matière artistique, ce qu'écrivent les poètes, toute cette humilité du travail d'écriture multiple. On le dit aujourd'hui, sur tous les trucs, les Français écrivent plus qu'ils ne lisent, mais arrêtez avec ça. Les correspondances. À quel moment, pour la guerre 14-18, on a compris que c'était les correspondances familiales des poilus qui nous permettaient de lire autrement la guerre. Les mains dans la boue. Il a fallu presque un centenaire pour que ça s'impose conceptuellement, pas simplement matériellement. Est-ce que ça veut dire que pour autant, on laisse hors de nous cette réflexion sur l'archive et la pérennité? Probablement pas, sinon là je ne me serais pas enfermé, je sais pas, en tout cas ça fait largement une demi-heure que je parle et il est temps d'arrêter. Mais vous voyez comme c'est compliqué, et le dire avec humilité, tout en prouvant par tout le labyrinthe discursif que c'est pas si simple. Est-ce que tu as perdu ta vie à faire un tel monument qui ne soit pas pérenne? Et se dire, j'ai dansé. Et attendez, il y a des petits tas de pièces là, que j'ai pas ouvertes. Par exemple, je suis stupéfait de voir, souvent aussi, on retrouve aussi des lignes de genre, des fractures de genre. Par exemple, je suis stupéfait, c'est à la fois générationnel, ça inclut aussi des lignes de partage de genre qui sont... Et rien que pour ça, ça vaut le coup de les étudier. Mais le contenu artistique ou littéraire, extrêmement, non seulement virulent, mais qui a la même virulence que nous on avait dans nos blogs en 2004. C'est-à-dire, toi tu t'acharnes à ton blog et tu découvres que non, ceux qui ont 20 ans de moins que toi, voire 40, c'est dans les stories Instagram qu'ils le font ou qu'elles le font. Et ça dure combien de temps les stories? Au bout de 24 heures, tu n'y as plus accès. Et pourtant, c'est des contenus textuels, c'est des contenus typographiés, c'est des contenus
c'est réel? Est-ce qu'il y a une archive de ça? Non? Je vous laisse avec le labyrinthe. En tout cas, c'est aujourd'hui qu'il fallait que je le dise. Dis donc, le mec, il va s'amuser au montage. Hein.